Bienvenue à vous, chers auditeurs, pour cette soirée Covid-19, regard croisé sur une pandémie, avec ce soir une question autour d'un abord par l'économie. Voilà. Une soirée donc avec Philippe Chalmin et Dominique Coatanea et animée par Dominique Seux. Voilà. Merci beaucoup à nos intervenants. Et puis, merci beaucoup au Centre culturel Franklin d'avoir co-organisé cette soirée avec le Centre Sèvres. Nous sommes très heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Bonsoir à tous, donc je suis Dominique Seux, journaliste aux Échos et à France Inter, et pour évoquer les questions économiques et le bilan de cette année absolument incroyable que nous avons vécue, nous avons deux éminentes personnalités, chacune dans leur domaine, à la fois complémentaires, vous le verrez, et avec sans doute une vision cohérente des choses. Donc à ma droite, donc à votre gauche, Dominique Coatanea, qui est maître de conférence au Centre Sèvres, ici même, là où nous sommes, et le centre qui nous accueille, maître de conférence en théologie morale et éthique, docteur en théologie. Et de l'autre côté de la table, Philippe Chalmin, qui est à la fois économiste, historien, professeur à l'université Paris-Dauphine. Évidemment, cette année absolument incroyable, la dimension économique est un peu troublante, parce que ce n'est pas ce qui domine aujourd'hui l'actualité, c'est évidemment les questions sanitaires. Mais l'économie est impactée, largement nos vies sont impactées, et l'entrée économique est multifactorielle. Naturellement, il y a à la fois des questions, et on en reparlera, sur la désoccidentalisation. Est-ce que l'Occident finalement a montré ses grandes limites par rapport à d'autres régions du monde? Est-ce que c'est un basculement? C'est à la fois économique, géostratégique. Il y a des dimensions très concrètes. Comment allons-nous travailler demain? Comment allons-nous vivre? Le télétravail est-il quelque chose qui va changer définitivement nos vies? Allons-nous reprendre l'avion? Les commerces, les restaurants vont-ils rouvrir? Combien vont faire faillite? Vous le voyez, il y a beaucoup de choses à dire, sans compter bien sûr tous les enjeux scientifiques absolument phénoménaux. Des vaccins, devrais-je dire, des vaccins trouvés en 9 mois. Cette nuit, nous allons passer le cap des 500 millions de vaccinations dans le monde. 1,5 milliard de vaccinations dans le monde en 3 mois à peine. C'est totalement inédit dans l'histoire. Alors j'ai presque envie de mettre une note d'optimiste. Nous lamentons, et avec raison, avec tristesse, des retards européens, des retards français, mais la vaccination dans le monde avance extraordinairement vite. Je crois que c'est plutôt une leçon d'espoir. Ce que j'ai demandé à chacun de nos deux intervenants, c'est, avant d'avoir une discussion tous les trois, puis de vous passer la parole, par vos questions, je vous donne l'adresse immédiatement le mail auquel vous pouvez envoyer vos questions, conférence au singulier @franklinparis.com. Je répète, conférence au singulier @franklinparis.com. Je vais donner à chacun de nos deux intervenants, en passant la parole d'abord à Philippe Chalmin, 7-8 minutes, je serai assez drastique sur la tenue de l'horaire, pour nous livrer, et ce sera la même chose pour Dominique Coatanea, nous livrer un peu, j'allais dire, la vision la plus large possible, en élargissant la focale, et de se dire, au fond, que va-t-on retenir de cette année incroyable si on prend de la hauteur, de la distance, de la profondeur du champ? Que faut-il revenir sous l'angle économique et historique? Philippe, c'est à vous. Bien, merci. Alors, je dirais que d'un strict point de vue économique, la première chose que l'on peut retenir, c'est bien entendu les -4, -5% de recul de l'économie mondiale, c'est-à-dire le recul le plus important que l'économie mondiale ait connu depuis la Grande Dépression des années 30, et on peut comparer d'ailleurs grossièrement le deuxième trimestre de 2020 au deuxième trimestre de 1931. Personne d'entre nous ne l'ayant vécu, on ne viendra pas me contredire. Ça, c'est une image, c'est vrai, le monde connaît là, en tout cas, sa crise économique la plus forte qu'il ait connue, depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, ça n'est peut-être pas là
le plus important. Et ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est un petit peu une thèse. Une thèse, vous le savez, dans le monde académique, c'est quelque chose que l'on présente, c'est une idée que l'on présente et qui est bien entendu discutable. On fait une hypothèse, mais on peut aussi contredire cette thèse. Ma thèse est la suivante, c'est que finalement, le Covid, cette petite étincelle sanitaire, car même s'il s'agit d'une pandémie qui nous apparaît monstrueuse à l'aune de l'histoire, quand on la compare à la grippe espagnole ou même à la grippe asiatique du début des années 50, elle ne pèse pas très très lourd. Donc, cette étincelle sanitaire, à mon sens, déclenche un renversement majeur, un de ces retournements dont l'histoire économique, l'histoire sociale, l'histoire idéologique même, nous jalonne nos parcours. Et je dirais que 2020 s'inscrirait dans la logique de crise que nous avons connue au XXe siècle, la Grande Dépression, certes, mais aussi la crise des années 70, et j'aurais tendance à comparer 2020 aux années 70. De la même manière que la crise des années 70, déclenchée par une étincelle, c'était le premier choc pétrolier au lendemain de la guerre du Kippour, eh bien, elle avait mis fin aux 30 Glorieuses. Elle avait mis fin à un certain bonheur économique dans les pays occidentaux, mais aussi d'ailleurs dans le bloc des pays de l'Est. Et pour les pays occidentaux, c'était la fin de ce qu'on appelait l'économie mixte, d'un keynésianisme qui donnait une place assez forte à l'État, avec la construction de l'État-providence, etc. Et cette crise des années 70, qui remet en cause ce modèle, qui va marquer un passage à un libéralisme beaucoup plus marqué dans les politiques économiques, ce qu'on a appelé le néolibéralisme, va ouvrir une période, à partir de la chute du mur de Berlin, qu'on pourrait appeler aussi une période de 30 glorieuses, et cette fois-ci les 30 glorieuses de la mondialisation. Ma thèse, c'est que en 2020, ce petit virus a été au fond le révélateur d'un certain nombre de tensions qui étaient déjà largement à l'œuvre dans les contestations des modèles, dans la prise en compte et la contestation de la montée des inégalités, dans finalement les dangers que représentait la montée des craintes sur l'environnement, sur le climat, sur la biodiversité, que ce soit la contestation des jeunes, si présente en 2019, souvenez-vous de la petite Greta, etc. Eh bien, quelque part, est-ce que cette crise de 2020, cette crise sanitaire, cette crise économique, ne va pas marquer un renversement dans la prise de conscience de nos économies? Il me semble, et là, que le monde d'après sera dans le champ de l'économie, dans le champ des politiques publiques, des politiques économiques et sociales. Ce monde d'après sera différent, et que dans cet éternel balancement auquel on assiste dans l'histoire économique entre le marché et l'État, nous avons probablement atteint un point de rupture un peu identique à ce qu'avait été la rupture des années 70. Alors, la perspective est longue, bien entendu, et si mon analyse est juste, nous rentrons dans une période de transition avant peut-être que d'autres modèles économiques puissent apparaître, sachant bien entendu qu'il faut remettre ceci dans un cadre beaucoup plus large. L'analyse que je porte est une analyse qui concerne quand même plutôt ce que nous appelons les pays avancés, et il y a d'autres dimensions provoquées par cette crise, en particulier, alors là, une accentuation de mouvements que nous connaissions auparavant, c'est-à-dire ce fait incontestable que le grand gagnant économique
et même géopolitique d'ailleurs, de cette année 2020, qui s'appelle la Chine. Et donc, là, il n'y a pas véritablement de rupture, mais au contraire, la poursuite d'une tendance. Donc, et je dois déjà avoir abusé de mon temps de parole, 3 idées: une crise économique majeure, une rupture, et une rupture économico-idéologico-sociale un peu identique à cette grande rupture que fut celle des années 70, et c'est ça peut-être le plus important, et puis la poursuite de l'affirmation de cette montée en puissance qui se confirme très largement au travers, alors là, je dirais, de la conjoncture la plus récente, c'est-à-dire la montée en puissance au sens large de l'Asie, mais bien entendu du moteur chinois. Très bien, merci Philippe. Donc on retient ces 3 premières idées, mais qu'on va développer ensuite, bien sûr. Un impact économique, un impact idéologique et un impact géostratégique. Dominique Coatonera. Alors, je voudrais reprendre comme un petit paradoxe le fait qu'au fond, la pensée sociale de l'Église qui travaille sur le temps long, la pensée sociale, c'est le travail des différents papes depuis Léon XIII à la fin du XIXe siècle, a depuis, donc au fur et à mesure des contextes historiques que vient de nous rappeler Philippe, pris le soin de tourner nos regards non seulement sur les questions d'équilibre économique à travers l'analyse des contextes, je pense à la crise des années 30 que vous avez rappelé tout à l'heure, mais aussi à l'enjeu pour l'économie d'un travail d'éthique économique. Au fond, quels sont les buts que nous poursuivons à travers l'organisation économique de nos sociétés? Et du coup, je vais reprendre très modestement, parce qu'il me semble que nous sommes encore plongés dans cette crise sanitaire et que nous pouvons peut-être discerner quelques chemins à emprunter, que j'appelle un peu une marche à l'étoile, parce que notre condition est celle de l'incertitude, et donc c'est un peu à tâtons que nous cherchons des horizons qui soient des horizons d'espérance. Donc il me semble que le premier point que je pourrais retenir de cette année, c'est l'attention constante, je l'ai dit, dans cette dynamique très traditionnelle de la pensée sociale de l'Église, de la prise de parole du Saint-Siège, et notamment du pape François, qui appelle au cœur même de cette crise sanitaire à une solidarité dans l'effort. Véritablement, il s'est engagé à ce que, à la fois, la prise de conscience des acteurs économiques, de ceux qui sont les oubliés de la réussite économique, les petits métiers, les petites mains, que ce soit les livreurs, que ce soit les caissiers, mais bien évidemment tous les soignants, que ce monde de l'invisibilité économique redevienne, au fond, le focus sur l'utilité sociale de ces métiers oubliés, rendus invisibles par les gagnants, on pourrait dire, de la course à la rentabilité et à la financiarisation de nos économies. Donc le premier point d'attention, c'est une attention à cette visée de solidarité internationale au cœur même de l'épreuve. Et la thématique de la vaccination, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le Saint-Siège s'est engagé pour souligner à quel point les inégalités entre les pays, dans la pénurie, on pourrait dire, de vaccins dans lesquels nous sommes plongés, ne conduisent pas à ce que les pays les moins bien dotés, on pourrait dire financièrement, soient les oubliés de la lutte contre le virus. Donc ça, c'est le premier point, la réactivation d'une solidarité internationale. Le deuxième point, c'est la prise en compte de cet engagement très profond sur les enjeux d'une localisation, d'une relocalisation de nos économies. On a bien vu à quel point les masques que nous avions tout à l'heure sur le visage nous sont apparus au début de cette crise sanitaire comme un manque criant lié à la réorganisation et à la globalisation de nos économies qui étaient tout à coup dépendantes d'une production qui ne pouvait plus être faite en Chine. Donc du coup, l'ensemble de cette chaîne productive qui conduit à ce que l'épuisement des ressources au bénéfice de quelques-uns, nous engage à ce que le local et le global se réengagent
dans une dynamique, on pourrait dire, comme le pape le souligne, non pas d'une mondialisation de l'indifférence, mais véritablement une mondialisation de la solidarité. Que les exclus du système redeviennent le point d'attention à partir de lequel on réévalue, on pourrait dire, l'éthique des échanges internationaux. Donc il me semble que du coup le pape nous invite à construire ce qu'il appelle une dynamique d'émergence du bien commun. C'est-à-dire au fond de réentendre que ce qui est en jeu dans cette crise sanitaire, c'est de ressaisir à quel point une vision partagée de la vie commune permet de réentendre que pour tout homme, pour toute femme, l'engagement à une existence sécurisée au sein d'un ordre de droit mobilisé par la vertu de justice et polarisé, on pourrait dire, par le souci de ce soin mutuel, nous permettent de sortir de soi pour aller vers l'autre et d'entendre à quel point cette visée d'un bien commun est la visée d'un bien d'une communauté de la vie partagée. Et du coup, cet engagement du pape a souligné à quel point l'économie dont nous avons besoin, et qui pourrait être ce que vous soulignez, comme cette économie de rupture, cette économie qui renouvelle, l'éthique économique qui serait une éthique, on pourrait dire court-termiste, dans laquelle les intérêts les plus forts dictent l'utilité sociale des dispositifs, serait une économie du partage, de l'inclusion, une économie qui régule, qui accepte d'être régulée par un horizon politique. Et du coup, l'articulation entre politique et économique me semble être le deuxième axe fort de cette crise sanitaire. On voit bien à quel point les engagements politiques des acteurs régulent, on pourrait dire, la soif de pouvoir et on pourrait dire d'intérêt à court terme de ces gagnants de l'économie. Donc au fond, je voudrais souligner à quel point, pour le pape, ce passage, on pourrait dire, d'une économie prédatrice à une économie inclusive passe par ce qui est une constante de la pensée sociale, c'est de regarder les dynamiques économiques à partir des exclus. Depuis 2013, le pape François ne cesse de nous inviter à réengager de l'imaginaire social autour de la lutte contre un ethos d'exclusion. Il a une formule choc, je dirais, dans Evangelii Gaudium, le premier texte qui est une exhortation apostolique de 2013, dans lequel il nous dit, au fond, cette mondialisation dans laquelle nous sommes plongés est une mondialisation de l'exclusion, de l'indifférence au sort des plus petits, qui ne sont même plus des exclus, mais des déchets. Cette culture du déchet dans laquelle nous sommes engagés. Donc du coup, réévaluer la manière dont les dispositifs économiques sont, d'une certaine manière, on pourrait dire structurellement porteurs de cet ethos d'exclusion, nous invite à réentendre dans cette dynamique de solidarité qui s'est exprimée, vous vous souvenez tous, de chacun d'entre nous qui était à son balcon pour applaudir les soignants, donc de ces hommes de l'invisible, que ce soit à la fois les infirmières, mais les aides-soignantes, mais les livreurs, d'une certaine manière, ces petites mains qui font tout le lien social et tout le lien économique que nous avions oublié. Au fond, Bruno Latour a une très belle expression, il n'arrête pas de dire, au fond, les systèmes économiques construisent de l'invisibilité, de l'insensibilité. Or, le pape nous souligne à quel point la grandeur, pourrait-on dire, de la vie économique, c'est de penser à partir des marges, à partir des périphéries, pour trouver des nouveaux chemins d'inclusion. Et c'est ça, finalement, l'humanisation de nos systèmes. Donc le pape nous dit « rêvons ensemble ». Et je citerai un point que nous pourrions reprendre. Il me semble qu'une des manières de rêver ensemble, c'est ce qui se passe aujourd'hui à travers une expérimentation en France, qui est l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Il me semble là qu'on a une espèce de dynamique à la fois du politique, de l'économique, de la société civile et associative qui redonne le goût de travailler ensemble à partir de la dignité des exclus, c'est-à-dire des chômeurs de longue durée. Donc, cinquième axe, me semble-t-il, le pape nous invite à sortir de cette espèce d'hubris de toute puissance que la globalisation porte au mépris, on pourrait dire, des équilibres planétaires et de ce que vous avez souligné à travers le visage et l'appel de Greta, qui est
l'appel à une société non seulement plus inclusive, mais plus sobre dans l'usage des biens de la terre. Et je soulignerai la dynamique de Kerry d'Amazonia avant même la crise sanitaire, qui a montré à quel point autour de la question de l'Amazonie, autour de ce poumon vert de notre système, de nos écosystèmes, nous a montré à quel point se rassembler pour essayer de trouver des solutions en commun, de co-responsabilité entre les acteurs, on pourrait dire de l'extraction, vous êtes spécialiste de l'échange des matières premières et des minéraux, vous voyons à quel point la prédation sur ces matières premières conduit à l'oubli total d'une sagesse millénaire de ces peuples indigènes que nous devons retrouver parce qu'il y a là un enjeu pour les équilibres écosystémiques de la planète. Et je terminerai avec ce que le pape ne cesse de nous appeler à vivre, au fond, une économie qui soit au service de la fraternité. Dernier texte, Fratelli Tutti, qui souligne à quel point la réforme des structures économiques est aussi profondément une réforme des mentalités. Accepter que l'autre ne soit pas simplement un déchet, que je peux reposer sur le chemin, mais à partir des plus petits, repenser le fait d'être frères et sœurs, de pouvoir réentendre de façon, on pourrait dire, articulée, le cri de la terre et le cri des pauvres. Il me semble que c'est peut-être quelques chemins que nous ouvrent ces temps de pandémie. Merci Dominique, merci à vous d'avoir suivi. Alors évidemment, ça ouvre beaucoup de questions, donc on va avoir maintenant une conversation pendant, disons, une demi-heure tous les trois. J'ai envie, vous avez pris, et merci à vous deux, beaucoup de hauteur et de profondeur sur ce sujet-là. Je vais vous poser peut-être maintenant quelques questions toutes simples. En quoi êtes-vous certains, l'un et l'autre, que les habitants de la planète ont vraiment envie d'un monde différent après? C'est-à-dire qu'on a l'impression quand même que ce dont rêvent les gens en ce moment, c'est plutôt de retrouver la vie d'avant. Et que le monde d'après, est-ce que ça ne risque pas d'être un peu un fantasme, ou une idée, ou un souhait, mais que tout le monde aura plutôt envie de retourner dans les magasins, au restaurant, de voyager, et que tous les changements qu'on imagine depuis le mois d'avril dernier, il y a un an, en fait, ça restera, ou ça risque de rester lettre morte. Quels sont les signaux concrets qui vous permettent de croire qu'il y aura un monde d'après et qu'il y a une envie de monde d'après? Et je ne parle pas simplement des Français, je parle dans le monde entier. Les Chinois ont repris leur vie d'avant, et qui est une vie de consommation, la croissance sera de 7% cette année, et ils n'ont pas du tout envie de sobriété. Je fais une question un peu provocatrice, mais pour vous répondiez, franchement, qui veut commencer? Peut-être sur la question, vous le dites très justement, au fond, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point, à la fois les Chinois, qui sont cette puissance économique absolument colossale, ont aussi pris la mesure des enjeux écologiques. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils les prennent avec cette puissance? Mais c'est parce que tout simplement, ils vivent dans des conditions qui sont des conditions, ne serait-ce que de respirer, des conditions de pollution tellement fortes que l'ensemble de la société civile et les décideurs politiques et économiques, on sait bien qu'en Chine, l'articulation entre politique et économique est absolument décisive, ont pris la mesure de la nécessaire, je dirais peut-être moins sobriété, que reconstruction d'un usage, on pourrait dire raisonné, des énergies polluantes et à forte émission de gaz. Continue d'ouvrir des centrales à charbon une par semaine. Oui, là, je ne voudrais pas boucher votre enthousiasme que j'adorerais partager, mais je crois que ce a raison de nous rappeler que, effectivement, même si la Chine est probablement aujourd'hui le premier producteur mondial d'énergie renouvelable, en termes d'investissement sur le solaire, l'éolien, etc., il faut, et même si la part du charbon dans le mix électrique chinois a tendance à diminuer, en valeur absolue, la Chine augmente sa consommation de charbon. Et elle est très très loin aujourd'hui de quelques transitions énergétiques et écologiques que ce soit. L'Inde, dans le genre, n'est guère plus exemplaire. Donc,
malheureusement... Est-ce que vous voyez, vous, des signaux comme Alors- Dominique, d'envie, de désir de monde d'après Alors- qui soit différent du monde d'avant? Alors moi, je vais partir de mon tout petit prisme. Je suis en train de faire les entretiens de sélection du master que je dirige à Dauphine. Et donc, à chaque fois, on pose aux candidats, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous imaginez? Et par rapport à il y a une dizaine d'années, où je vous disais, oui, je veux être en salle de marché, je vais faire de la finance, etc. Oui, je veux m'intéresser au développement durable, je m'intéresse aux énergies renouvelables, je veux bosser dans la transition énergétique. Et c'est quelque chose de totalement nouveau. Et le nombre d'entre eux qui me disent « je veux donner du sens à ce que je vais faire ». Donc, je suis un optimiste, au moins pour justement cette génération des jeunes, de nos enfants, mes petits-enfants peut-être d'ailleurs plutôt en ce qui me concerne, dans les pays avancés. C'est vrai que la problématique est différente dans les pays émergents, même si un certain nombre d'entre eux, à un moment, commencent à se rendre compte. Alors effectivement, en Chine, il y a le discours, il y a les aspirations des Chinois, puis il y a la réalité de la croissance. Et la Chine, elle est obligée de maintenir sa croissance au moins pour un certain temps. Et puis il y a un certain nombre de pays qui, eux, commencent à peine à décoller, et eux qui sont relativement loin de tout cela, au-delà, je dirais, des discours que nous avons tendance à plaquer sur eux. Sur l'Amazonie, oui, c'est bien, c'est gentil, etc. Il faudrait aussi analyser la réalité de l'échec économique du Brésil, que d'ailleurs il s'agisse de Lula ou de Bolsonaro. Donc, de ce point de vue-là, on peut les renvoyer, malheureusement, ils seront probablement les deux candidats l'année prochaine aux présidentielles brésiliennes, mais on peut les renvoyer dos à dos. Donc, oui, pour l'instant, en tout cas, là où quand même cette crise aura été la plus marquante, c'est-à-dire dans notre vieux monde, il me semble qu'il y a une prise de conscience, et une prise de conscience de la jeunesse. Une prise de conscience de gens Pardon Philippe, c'est une prise de conscience liée aux enjeux climatiques ou liée à la crise sanitaire? Qu'est-ce qui... Non, la crise sanitaire, comme je vous le disais, il me semble que la prise de conscience est plus ancienne. La crise sanitaire l'a peut-être accélérée. Elle a modifié notre rapport au travail. Elle a modifié notre rapport à l'espace. Dans quel sens elle a modifié le rapport au travail? Dans le sens où, formellement, le cadre du travail qui était celui de l'entreprise, etc., c'est quand même largement éclaté, que un certain nombre de gens ont découvert et ont redécouvert de plus grands équilibres dans leur vie professionnelle, vie privée, au travers... Alors, je ne dirais pas que le télétravail est la panacée, il a créé d'autres contraintes, je dirais presque dire d'autres esclavages, c'est-à-dire que la limite entre la vie du travail et la vie familiale est devenue de plus en plus floue. Mais je ne me fais pas trop d'illusions quant aux modifications, je dirais, de nos modes de vie. C'est simplement qu'il y a un retournement. Et un retournement, mais qui prendra du temps. Mais je voudrais rebondir d'ailleurs sur ce qu'a dit Dominique Cotanea, sur la pensée sociale de l'Église. Parce que ce qui est très frappant, on accuse toujours l'Église catholique d'être toujours un petit peu en retard et d'arriver un petit peu à la fin. Et je trouve que de la même manière qu'à la fin des années 60, une grande encyclique de Paul VI nous avait alerté sur le problème du développement et du sous-développement. C'était Populorum Progressio. Et Populorum Progressio a été un texte majeur. De la même manière, au lendemain de la crise de 2008, nous avons un premier texte
qui pour moi est le plus grand texte de la doctrine sociale de l'Église, qui est Caritas in Veritate. Benoît XVI est probablement le meilleur économiste que le Vatican ait jamais produit. Et dans Caritas in Veritate, il nous dit attention, vous ne devez pas tout attendre de l'État, vous ne pouvez pas tout attendre du marché. Entre le marché et l'État, et pour éviter cet affrontement mortifère, il y a l'individu, il y a la caritas, il y a l'amour. Et à la limite, François ne dit pas autre chose. Il le dit différemment, avec sa sensibilité d'Argentin, et un Argentin qui sait ce que c'est qu'une crise économique, puisque l'Argentine en a connu un certain nombre, et que ce soit dans son premier texte de 2013, que ce soit dans Fratelli Tutti, là encore, et je trouve encore plus peut-être dans Fratelli Tutti, il ouvre un champ identique peut-être un peu à ce qu'avait ouvert Paul VI avec Populorum Progressio. Et l'Église, de ce point de vue-là, est pionnière. Est-ce que, peut-être une question à vous deux aussi, vous proposez tous les deux une lecture en disant je joue un rôle un peu provocateur, mais ce que nous vivons, ça démontre les limites de la mondialisation et les dégâts du néolibéralisme. L'un et l'autre, grosso modo, vous dites ça un peu, plutôt Dominique peut-être, mais tous les deux. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas avoir, pour être provocateur, une autre thèse, qui est de dire, au fond, la mondialisation depuis 20 ans a réduit incroyablement les inégalités entre les pays, tout en ayant des conséquences d'inégalités à l'intérieur des pays. Mais entre les pays, c'est stupéfiant. On vit bien mieux en Indonésie aujourd'hui qu'il y a 30 ans, la Chine, y compris en Amérique latine, et dans tous les pays du monde. Et le néolibéralisme, les excès du néolibéralisme, on peut tout à fait être d'accord là-dessus, mais cette crise démontre à l'inverse que le néolibéralisme n'existe pas vraiment, puisque jamais les États, notamment en Europe, n'ont autant mis d'argent sur la table pour sauver les économies. Et donc, d'une certaine manière, ça démontre que les États ne sont pas, les économies modernes, en Europe notamment, ne sont pas uniquement motivées par le court-termisme et le profit. Est-ce qu'il n'y a pas la démonstration, je vous provoque un peu tous les deux, hein, est-ce qu'il n'y a pas la démonstration quand même que les thèses qu'on évoque parfois ne sont pas forcément complètement adaptées au terrain? J'aurais plutôt tendance à penser que dans un contexte de crise, se révèle ce qui me paraît être, dans la situation assez, je vais dire, que vous avez rappelé, de mondialisation et de globalisation des économies, une espèce d'impensé de l'économie. Au fond, l'économie ne repose pas sur rien. Elle n'est pas une espèce de hors-sol. La dynamique économique, elle oublie trop souvent qu'elle s'appuie sur des ressources d'éducation, sur des ressources d'état de droit, sur des possibilités de régulation à travers la possibilité de reconnaissance des droits de propriété, etc., etc. Donc en fait, il y a quelque chose qui permet que l'économie puisse, on pourrait dire, continuer as usual, qui est la solidité de l'ancrage politique d'un état de droit. Et que du coup, au fond, la vie économique ne peut se déployer que moyennant cet ancrage. Et au fond, dévaloriser à l'extrême, on pourrait dire que ce qui s'est passé aux États-Unis, alors j'avais ramené ici un ouvrage que je trouve extrêmement intéressant d'un philosophe américain qui s'appelle Michael Sandel, La tyrannie du mérite, qui me paraît être tout à fait décisif pour comprendre que se passe-t-il lorsqu'on occulte de façon systématique ce soubassement absolument nécessaire sans lequel l'économique ne peut pas fonctionner. L'économique libérale, on pourrait dire, ne peut pas fonctionner. Et du coup, il y a là comme une espèce de résurgence à travers la crise de ce qui fait la solidité, en fait, du pacte social. Parce qu'en fait, pour pouvoir créer de l'activité économique, il faut un pacte social qui promette que l'on puisse vivre ensemble dans la paix, et l'économique étant un moyen de tenir à distance.
Alors, j'aurais tendance à inverser les facteurs. Il est terrible, hein? Non, mais nous avons besoin, et là où je rejoins Dominique Seux, c'est que quand même, dans l'histoire, les moments où il y a eu des périodes de croissance économique, les moments où il y a eu des décollages, ce sont des moments où l'économie de marché a fonctionné de manière relativement libre. Quand il y a croissance économique, cette croissance économique, elle n'est pas égale pour tous. Tout phénomène de croissance est créateur d'inégalités. Et quand je vous disais, au fond, cette crise de 2020, elle mettrait un petit peu un terme aux 30 glorieuses de la mondialisation, je rajoute de temps en temps de ce que nous pensions être la mondialisation heureuse. C'est vrai que nous sommes certains, lecteurs des Échos parfois, par exemple, qui peuvent penser que, oui, le monde ces 30 dernières années a décollé. Nous avons assisté à l'effondrement des idéologies. Mais c'est vrai que pour pratiquement la moitié de l'humanité, qui sortait d'une crise économique majeure, celle des années 70-80, pour 3 à 4 milliards d'êtres humains sur cette planète, il y a eu à un moment donné une lumière au fond du tunnel. Peut-être pas pour eux, mais pour leurs enfants. Vous êtes chinois, vous êtes indien, vous êtes indonésien, vous êtes même brésilien, pas sûrement argentin d'ailleurs, puisque l'Argentine est peut-être un des pays qui s'en est le moins bien sorti sur cette période. Eh bien, vous avez quelque espoir que la vie de votre enfant sera meilleure que la vôtre. Et ça s'est fait, et on a pu le croire par ce que vous appelez, c'est un terme que je n'aime pas, par ce néolibéralisme qui était fait au fond le retour à une économie de marché avec un rôle de l'État relativement limité. Le problème, c'est qu'effectivement, cette croissance, elle a augmenté les inégalités entre les pays. Parce que ça, quand même, Dominique, il faut le rappeler, l'Indonésien se porte mieux, l'Africain de base, il n'a pas décollé. Et il n'a pas changé véritablement. Donc il y a des inégalités entre les pays en développement, et puis à l'intérieur de nos pays, relisez Piketty, et là il n'a pas totalement tort, les inégalités ont augmenté. Et dans l'histoire, on se rend compte que dans ces moments-là, c'est le moment où l'État doit intervenir, c'est là où votre pacte social doit être actualisé. C'est exactement ce qu'avaient fait les Allemands. Le modèle allemand, ce modèle rhénan que Michel Albert célébrait, ce modèle rhénan, il implose à la fin du XXe siècle. Il est réactualisé, il est un peu libéralisé, j'en conviens, de manière à permettre au pays de repartir. Mon hypothèse est que justement nous sommes en train de revoir nos pactes sociaux et que ceci va se traduire effectivement par plus d'État. Alors, le problème ensuite va être de savoir le comment d'État, et là, de ce point de vue-là, en France, nous avons un problème particulier. Donc, je suggérerais que nous traitions le cas français un peu à part, parce que la relation de la France à l'État est une relation très, très particulière. Alors, voilà ce que je vous propose maintenant. Alors, sur les inégalités entre pays, je pense qu'il y a, enfin, j'ai le sentiment qu'il y a moins d'inégalités aujourd'hui entre un Marocain et un Tchèque qu'il y en avait il y a 30 ou 40 ans. Dominique, vous êtes en train de prendre un Marocain. Un Vietnamien. Moi, je vous prends un Sénégalais. Je vous prends un Sénégalais à ce moment-là. Globalement, voilà, il faudra inventorier tout ça. Je propose maintenant que nous consacrions quelques minutes à chaque fois, il nous reste 20 minutes avant de passer à vos questions, sur différents thèmes très concrets de ce qui peut changer, ce qui est possible et ce qui est souhaitable sur un certain nombre de sujets. Et je voudrais d'abord vous entendre tous les deux sur le travail. Que va devenir le travail? On sait bien
il est en train de changer, à la fois avec la digitalisation et le télétravail. Cette crise est un formidable accélérateur. Elle est peut-être moins révolutionnaire qu'on ne croit, mais elle a compressé au moins de 10 ans le temps. Que faut-il imaginer sur l'avenir du travail, la façon dont nous allons travailler, où nous allons travailler, comment nous allons travailler, peut-être ce qui est souhaitable et ce qui est possible, ou l'inverse, chacun s'exprimant. Et puis on abordera les transports, le verdissement, à chaque fois des réponses un petit peu courtes, la place de l'État, évidemment. Qui veut brosser un petit peu l'avenir du travail, parce que là, ça nous concerne tous très directement. Peut-être en rebondissant sur ce que disait Philippe tout à l'heure, il me semble que ce qui donne à penser et à espérer aussi, c'est l'exigence de nos jeunes générations, parce que moi aussi je le constate ici au Centre Sèvres, un certain nombre d'étudiants, de plus en plus nombreux, y compris de pays très divers, parce que nous accueillons ici vraiment toutes les nationalités, de jeunes étudiants qui ont cette exigence d'un travail qui a du sens et qui même ait une utilité sociale. Je dirais, au fond, beaucoup plus que chercher d'abord un travail qui va nous permettre un niveau d'existence. Bien sûr, il faut pouvoir nourrir sa famille, ses enfants, imaginer pouvoir s'acheter un appartement, devenir autonome, quitter ses parents, etc. Vous voyez, tous les enjeux d'un salaire digne et qui permet de vivre de manière autonome. Mais en même temps, le point focus, c'est que le travail soit non plus évalué à l'aune d'une espèce de prestige qui serait celui de gagner un maximum d'argent le plus vite possible, à l'utilité sociale et l'engagement pour la collectivité. Donc il me semble qu'il y a là quelque chose de la dignité d'un travail, et peut-être qu'on pourrait dire, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il me semble que dans l'éducation, puisque nous sommes dans des établissements, vous Adophine, nous ici au Centre Sèvres, me semble-t-il, sur un siècle, un des métiers qui en France a connu une érosion de son prestige, on pourrait dire, c'est le travail éducatif. Or, nous redécouvrons à quel point, lorsque nous sommes scotchés en famille à la maison, à quel point il est utile, il est important d'avoir des enseignants, des enseignantes qui se consacrent à l'éducation de nos jeunes générations. Et qu'il y a là un travail d'utilité sociale profondément décisif pour la culture des générations. Parfait. Philippe, le travail, comment évolue-t-il? Alors, bon, je bois du petit lait, bien entendu, sur nos revendications syndicales en tant qu'enseignant-professeur. J'aime bien, nous professons, nous éduquons, et je crois que c'est essentiel. Non, sur le travail, moi, il y a simplement une chose qui m'inquiète énormément, et en particulier d'ailleurs dans cette évolution du Covid où nous pratiquons Amazon, pour ne pas le citer, le click and collect et toutes ces choses-là, qui est finalement que le bien-être des uns dépend de plus en plus de l'esclavage des autres. Et ça, je dois avouer que nous en sommes de moins en moins conscients. Avons-nous conscience que derrière ce petit machin, je vais me commander un bouquin sur Amazon, surtout pas, de grâce à aller chez votre libraire, mais je vais me commander un truc sur Amazon, etc., de tout ce qu'il y a comme travail et comme quasi-esclavage de la part entre nous d'entreprises dont la conscience éthique est quand même extraordinairement limitée. Donc là, très franchement, je vois bien entendu toutes ces évolutions positives dans ceux qui seront du bon côté. Je suis un peu inquiet quand même de l'autre côté. Et l'autre côté, ce sont quand même, si je reviens sur tous ces mouvements que finalement le Covid aura mis en avant, mais on a un peu oublié ce que pouvaient être les exclus d'une société, ce que furent les protestations des Gilets jaunes. Et donc, quelque part, dans cette évolution de notre rapport au travail, de grâce, n'oublions pas que si
nous pouvons, pour certains, avoir l'impression de nous en libérer. C'était une phrase de Régis Debray qui disait qu'il faut à tout homme libre un esclave. Et je trouve que cela reste encore, peut-être plus que jamais. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, toute l'armée des invisibles qu'on a vue pendant cette crise ressurgir, les premiers de corvée, la première ligne, ce n'est qu'une parenthèse et ils vont redisparaître dans l'invisibilité une fois que l'économie repartira. J'en ai un petit peu peur. Donc vous avertissez, vous dites attention. Dans un quotidien que je lis avec attention, on mentionnait ces jours derniers l'introduction en bourse d'une entreprise qui s'appelle Deliveroo. Vous voyez ce que... Voilà. Je pense que tout le monde voit. Voilà. Ça risque d'être à Wall Street une très belle, plusieurs milliards et plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ça va enrichir un certain nombre de gens, un certain genre de ce que j'appelle des manipulateurs de symboles, quelque part, des inventeurs finalement de nouveaux théorèmes, etc. Mais derrière, vous avez toute cette armée de livreurs esclaves que l'on baptise comme des auto-entrepreneurs. Le travail. On ne va pas passer au capital, mais on va passer au digital. J'aimerais avoir votre sentiment à tous les deux, je ne sais pas qui va commencer, sur, eh bien au fond, est-ce que cette économie digitale humaine, inhumaine, ce sont des services, ce sont des prestations positives qu'on doit tous, parce qu'en tant que client, en réalité, tout le monde râle contre les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Netflix, mais en réalité, tout le monde se précipite. Et donc, opportunité, risque, qu'est-ce que ça change? On voit bien que là, nous sommes dans un virage assez fantastique qui pousse certains à imaginer que les économies redémarrant, nous allons connaître à nouveau les années 2020 seraient à nouveau des années folles, comme les années 1920 l'ont été, grâce à cette mutation technologique. Le digital, une chance, ou devient-il un grand risque? Il nous a beaucoup servi pendant cette crise. Imaginons un instant la crise du Covid sans le digital, sans Teams, sans Zoom, sans Skype et 1000 autres services, l'économie se serait complètement contractée, arrêtée, et donc des millions d'emplois auraient disparu. Chance ou risque? Ou les deux, test centriste. Je reprendrai l'exemple de Philippe tout à l'heure, un exemple très concret, très enraciné dans la pratique qui est la mienne comme professeur. Je me suis rendu compte à quel point l'exigence et la nécessité finalement d'assurer un certain nombre de cours de manière comme nous le faisons, comme nous le vivons ce soir, une conférence à distance, à la fois permettait de maintenir, on pourrait dire, dans l'épreuve et dans le manque, dans l'impossibilité de se retrouver, quelque chose de l'ordre d'un enseignement qui se poursuit, une espèce de continuité, et en même temps, l'expérience est que nous pouvons assurer des TD, un par semaine bien sûr, pour les groupes, pour les petits groupes, et l'expression des étudiants, c'est de nous dire, mais ça n'a rien à voir, de retrouver une conscience claire que en fait l'échange entre pairs et l'échange avec l'enseignant a quelque chose de beaucoup plus structurant pour la pensée. Donc du coup, il y a à la fois donc le distanciel n'est définitivement qu'un pis-aller. Non, pas que, parce qu'il peut être aussi un outil au service d'apprentissage, mais en repérant les aides et les limites. Donc il demande un usage avec un discernement assez fin de ce qu'il peut apporter de positif et de ses limites. Parce qu'on voit bien les limites, alors on peut imaginer aussi des gains fantastiques, c'est-à-dire le centre-sèche, je ne sais pas, mais j'imagine, mais toutes les grandes écoles, les universités se disent aujourd'hui, nous pourrons demain faire intervenir des enseignants du monde entier en visio, et ça ne posera plus de problème. Et donc une élévation générale de la qualité, ou en tout cas des regards venant du monde entier. Ça, c'est une opportunité fantastique. Et même si, évidemment, en face, on sait bien que pour les étudiants qui ont vécu depuis 1 an, ça a été une catastrophe. Il n'y a aucun doute là-dessus, en tout cas pour un grand nombre d'entre eux. Peut-être parce que, simplement, mais le point d'attention, c'est que pour transmettre un certain nombre de connaissances, des contenus digitalisés sont possibles, mais pour
apprendre à penser, la nécessaire confrontation, les échanges, ce que vous disiez autour des thèses et des antithèses. On pourrait dire, si on prend la grande université du Moyen-Âge, les disputatio, Voilà. engage la personne. Et du coup, il y a quelque chose de absolument unique et dont on prend la mesure lorsque nous sommes en situation de manque. Et le manque a cette vertu de révéler le nécessaire. Lundi prochain, je dois présider une soutenance de thèse. Nous allons faire ça en visioconférence. J'en suis meurtri. J'en suis meurtri pour le candidat parce que, effectivement, vous avez raison, la disputatio, elle se fait en physique. Alors, je suis frappé dans les CV maintenant des candidats à mon master, de voir beaucoup qui vont mettre leur formation et puis ils ont suivi les MOOC. Les MOOC, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des cours que vous suivez en digital. Là-dessus, alors peut-être parce que j'ai toujours plaisir à lire les Échos version papier, et que j'aime le papier, et que je trouve qu'il y a un plaisir à se retrouver quand nous allons, parce qu'à ce moment-là, vous n'irez plus à la messe le dimanche, au fond, un très bon sermon, vous le digitalisez. Bon. Donc là-dessus, je pense qu'il faut savoir raison garder. Mais pour répondre à votre question, il me semble quand même que cette crise aura permis une accélération de l'usage et d'un certain nombre de technologies nouvelles. C'est vrai que Zoom, ça existait depuis un certain temps. La digitalisation a pris plusieurs années, sur lesquelles on ne reviendra pas. Et d'ailleurs, d'un point de vue écologique, ça évitera des voyages d'affaires, etc. Il y aura toujours besoin de se rencontrer. On pourra peut-être un peu plus se voir. Et j'aurais le même remarque d'ailleurs, parce que dans cette révolution industrielle que nous vivons, il y a eu une accélération sur les technologies de l'information, il y a eu une extraordinaire accélération aussi sur les biotechnologies. Je vous rappelle que nous sommes dans ce pays, la France, qui continue à refuser les OGM, qui continue à fustiger les biotechnologies et qui pleure aujourd'hui parce que nous n'avons pas été capables de développer des vaccins aussi rapidement que les autres, parce que ARN messager, etc., nous avions pris du retard. Et là-dessus, la crise a marqué quand même une accélération de la diffusion des technologies, que ce soit les technologies de l'information, que ce soit des biotechnologies, qui vont quand même plutôt, à mon sens, dans la bonne direction. J'aimerais vous entendre maintenant sur un sujet un peu différent, c'est les interdépendances. C'est-à-dire, c'est aussi le protectionnisme, ou la protection, ou les relocalisations. Vers quoi va-t-on? C'est-à-dire que ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années, c'est à l'ouest du pouvoir d'achat, au sud du travail. Mais à l'ouest des pertes d'emploi, au sud de l'emploi. On revient. Est-ce que le monde, un économiste avait dit il y a une grosse quinzaine d'années, Thomas Friedman, la Terre est plate, plus de frontières, etc. Un livre qui avait évidemment fait beaucoup de bruit. Est-ce que la Terre s'arrondit à nouveau? Est-ce que la mondialisation, les chaînes très longues de valeurs ajoutées est-ce que le monde va un peu se refermer? Est-ce que c'est souhaitable? C'est-à-dire que chacun reproduise, vous en parliez Dominique, les masques, les vaccins, quitte à ce que le pouvoir d'achat soit un petit peu contraint, quitte à ce que chacun récupère ses forces, mais sans doute avec des handicaps. Quelle est un petit peu votre appréciation? Est-ce que la mondialisation va sortir différente? Vous l'avez un peu évoqué tous les deux, bien sûr, mais va sortir différente de cette période. De la même manière, chacun en 2 minutes, vous imaginez le travail. Je donnerai juste un exemple. Il me semble que le commerce équitable permet de se rendre compte que, à la fois, pouvoir consommer ici en pensant à la manière dont des petits producteurs de café se regroupent en coopérative pour pouvoir assurer un travail décent et pouvoir assurer une vie un peu plus confortable à leur famille, crée
on pourrait dire, un rapprochement dans la distance. C'est-à-dire que tout à coup, le consommateur, ici, en France ou en Europe, visualise en quoi son acte de consommation a un impact positif sur la vie d'une coopérative agricole qui regroupe des petits producteurs de café au Ghana, en Colombie. D'accord ? Donc il y a, on pourrait dire, une capacité à travers un acte d'achat raisonné, un peu plus cher, puisqu'on va accepter que le prix soit un tout petit peu plus cher pour introduire une stabilité, on pourrait dire, de la commande à cette coopérative, de sorte que derrière cette espèce de flou où on ne voit plus qui sont les consommateurs et qui sont les producteurs, on renoue quelque chose de l'ordre de l'achat responsable et solidaire. Voilà. Mais qui peut se faire au pied de chez nous quand un collectif urbain se mobilise pour acheter aux producteurs locaux en périphérie de la ville à travers des paniers solidaires. Voilà, donc ça ne veut pas du tout dire que ça n'est possible qu'au bout du monde, mais c'est possible à la porte d'à côté. Donc voilà. Et là, du coup, c'est d'une certaine manière le même réengagement d'un lien entre producteurs et consommateurs. Dominique, vous me mettez dans la plus mauvaise des positions, celle d'apparaître comme le libéral sans cœur. Dans le monde réel, ça fonctionne pas totalement comme cela, et surtout à l'échelle de la planète. J'entends bien qu'il peut y avoir un peu de commerce équitable. Néanmoins, le prix du café au niveau mondial, il se détermine par un rapport qui est la loi de l'offre et de la demande. Alors, je précise juste pour les personnes qui nous regardent que Philippe Chamin est le spécialiste français, sa modestie dusse-t-elle en souffrir, le spécialiste français des matières premières. Voilà, non, donc je ne veux pas trop développer là-dessus, mais il se trouve que, effectivement, nous sommes... Alors ça, c'est une caractéristique et qui ne va pas changer. C'est un héritage des années 70. Mais qu'est-ce qui va changer pour répondre alors, dans à l'interpellation dans l'interdépendance, très franchement, je pense qu'il peut y avoir certaines formes de relocalisation. Que ce dont Dominique parle, effectivement, nous pouvons, en tant que consommateurs, regarder d'ailleurs tout simplement où sont fabriqués les produits que nous achetons. Nous pouvons essayer d'être des consommateurs intelligents et responsables. Il n'en reste pas moins qu'il y a un certain nombre d'activités qui ne reviendront pas. Et je vous rappelle aussi que le monde a toujours été une histoire de délocalisation. Lorsque l'on développe la production de porcelaine à Limoges, c'est une délocalisation de la porcelaine chinoise. Lorsque la Chine se développe, d'abord les dragons, les tigres dans les années 60, puis la Chine, ils vont se développer sur les activités sur lesquelles il y a forte intensité en main-d'œuvre, c'est-à-dire par exemple le textile. Aujourd'hui, c'est le Bangladesh qui est un des plus gros exportateurs de textiles. Et le Bangladesh est en train de décoller. Si vous achetez aujourd'hui des chaussures, vous avez de fortes chances que les dites chaussures viennent soit du Brésil, ça vous savez les petits trucs qu'on met entre les doigts de pied, soit d'Éthiopie. Et quelque part, ces pays, pour se développer, ont besoin justement d'utiliser ce que peut être leur avantage comparatif, c'est-à-dire une main-d'œuvre abondante et moins chère que la nôtre. Et je dirais que de ce point de vue-là, je pense que ce sera peut-être la chance de l'Afrique que justement de bénéficier de ces délocalisations. La Chine est en train de délocaliser aujourd'hui. Elle délocalise vers le Vietnam, vers le Bangladesh. J'espère qu'elle délocalisera vers l'Afrique. Nous sommes dans un monde de plus en plus dans un système. Chacun d'entre nous est ce qu'il est dans sa relation avec l'autre. Philippe Chamin, est-ce qu'il faut rompre ces chaînes? C'est-à-dire, à un moment, est-ce qu'il faut dire pas les trop c'est trop? Parce que chacun peut être d'accord, on peut tous être d'accord pour dire que quand une boîte de sauce tomate fait 4 fois le tour du monde
pour gagner un dixième de centime, que c'était encore le cas chez Carrefour il y a une petite dizaine d'années, maintenant ils ont arrêté, mais ça n'avait pas de sens. Mais en même temps, si une Dacia, la prochaine Dacia qui est réservable, qu'on peut acheter en ligne, la Dacia électrique, à 12 000 €, la voiture la moins chère du monde, électrique pour un pays occidental, elle vient de Chine en bateau. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bon pour le climat, c'est mauvais pour le climat. Quand la moitié des semi-conducteurs du monde, dans tous les téléphones électroniques, est fabriquée par TSMC à Taïwan, faut-il relocaliser en Europe ou pas? Quels sont les choix que les économies doivent faire? Écoutez, Je vous pousse dans vos retranchements avant de passer aux questions. Dans un certain nombre de cas, l'avait fait dite. Il se trouve que Taïwan, pour des tas de raisons, est devenue la grande usine du monde en termes de fabrication de semi-conducteurs. Et entre nous, c'est pas le coût de la main-d'œuvre qui fait la différence. Non, c'est la Ça a été, technologie. à un certain moment, la technologie, l'investissement, à un moment où on a microélectronique en Europe, mais il se trouve que les grandes entreprises européennes dans le domaine des semi-conducteurs n'ont pas tenu la route, n'ont pas tenu leurs promesses, etc. Bon, à certains moments, et c'est ça un petit peu aussi, je le rappelle, l'économie de marché, c'est peut-être là où je suis Est-ce qu'il faut peut-être un peu interrompre libéral. Voilà. Non, non, parce que le protectionnisme est dangereux. Les gens qui se sont développés, les gens qui ont décollé dans l'histoire, ils ont décollé en utilisant ce que nous appelons leurs avantages comparatifs, dans un premier temps le coût de la main-d'œuvre, dans un deuxième temps leur capacité à réunir en même temps entrepreneurs, investisseurs et inventeurs. Pourquoi est-ce que tout s'est passé dans les années 70 dans la Silicon Valley? Et c'est là où, quand il y a trop d'États, eh bien, l'État n'est pas forcément le meilleur vecteur de l'innovation. Dieu sait si nous avons eu des plans électroniques en France, etc. Ça a quand même abouti à quelques désastres. Vous restez libéral. Dominique. Oui. Alors, il me semble que Et j'en profite peut-être pour rappeler l'adresse pour que vous envoyiez vos questions. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées, pas très nombreuses. Conférence@Franklin quoi? Paris. FranklinParis.com. Conférence sans accent. Conférence sans accent. Alors, simplement et rapidement, il me semble qu'il y a derrière cette aventure, on pourrait dire, que vous avez rappelé tout à l'heure en analysant Populorum Progressio, une prise de conscience qui doit être majeure, massive et un peu douloureuse. Parce qu'elle nous demande de consentir à une certaine lucidité. La lucidité, c'est que nous n'avons qu'une planète. La folie qui consiste à dire que nous allons tous migrer sur Mars me paraît devoir rester une folie. Nous sommes d'accord. Et donc, si nous n'avons qu'une planète, vis-à-vis de laquelle nous nous comportons comme si les limites de cette planète devaient être systématiquement repoussées, comme si la technique va pourvoir à notre hubris, il me semble que nous oublions quelque chose de très simple, c'est ce que nous rappellent les jeunes générations, c'est ce qui fait la beauté de l'existence n'est pas simplement le toujours plus de la consommation, mais peut-être la force des liens relationnels. Regardez à quel point ce dont sont privés nos jeunes et qui les font dépérir dans leur chambre d'étudiants ou de jeunes pros, c'est la solitude. De se retrouver sans la possibilité de retrouver les amis, de partager un moment convivial. Je crois que cette crise nous engage à reconnaître à quel point nous sommes des êtres de relations. Et à quel point nous devons considérer que les relations humaines non marchandes, ce qui ne s'achète pas, le temps passé à consoler celui qui pleure, le temps passé à cajoler un bébé la nuit, ça n'a pas de prix et en même temps, c'est on pourrait dire, c'est ce qui fait le ressort de la vie personnelle et collective. Et qu'au fond, l'enjeu de cette lucidité à laquelle nous sommes appelés,
à laquelle nos jeunes générations nous invitent, c'est vous qui êtes la génération encore aux commandes, vous qui êtes aujourd'hui chef d'entreprise, vous qui êtes décideur, etc., etc., entendez à quel point nous bercer d'illusions sur consommer, consommer, consommer toujours plus, à travers des produits dont l'obsolescence est programmée, ne sert pas la vie relationnelle. Et dans la Laudato aussi, il me semble qu'il y a un moment extrêmement puissant dans lequel le pape nous invite à regarder, au fond, cette espèce d'hubris de l'avoir, avoir toujours plus, ça n'est pas ce qui construit la vie commune. Le commun, c'est véritablement d'entendre à quel point nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de nous toucher, nous avons besoin de vivre ensemble, de pouvoir partager l'éblouissement d'un coucher de soleil, la beauté d'une aurore qui se lève, etc., etc. Et vous avez tous, à mon avis, perçu à quel point, certes, le bien-être économique est nécessaire, mais il n'est pas le tout de l'existence. Et quand on a vu à quel point des parents, des frères, des sœurs sont morts en EHPAD, seuls, je crois qu'il y a aussi là le prix à payer d'une société qui ne veut pas entendre collectivement à quel point la relation intergénérationnelle, dans laquelle nous avons oublié que les plus âgés, dont nous sommes les prochains on pourrait dire sur la liste, Trop tôt. toujours trop tôt, mais à quel point ce qui est terrifiant, c'est de mourir seul. Et c'est terrifiant pour les deux parties, pour la personne âgée qui est seule et pour l'enfant qui laisse son parent âgé mourir. Alors Philippe, cet appel à la sobriété heureuse. Concrètement, économiquement, comment ça se traduit? En écoutant Dominique, j'avais l'impression, c'est la partie de mon cours quand je raconte à mes étudiants la contestation des années 60 et la contestation des jeunes autour, critiquant cette société de consommation dans laquelle leurs aînés, à peine sortis de la Seconde Guerre mondiale, se baignaient avec un délice total. À l'époque, on lisait Marcuse, si vous vous en souvenez. Bon, c'est un petit peu la même chose. Je ne peux bien entendu que partager totalement ce que vous avez dit, beaucoup mieux que moi d'ailleurs, avec un sens inné de la poésie. Maintenant, je suis obligé de vous ramener sur Terre. Et peut-être pas dans nos pays. Et vous avez, sur nos pays avancés, vous avez totalement raison, avec peut-être même un cas très marqué en ce qui concerne la France, où, ne l'oubliez pas, nous avons en France un cas très très particulier dans lequel l'égoïsme naturel aux Français passe par une relation à l'État. Je ne vais pas m'occuper de ma vieille maman parce que c'est l'État qui doit s'en occuper et qui doit gérer les EHPAD. Et si ma vieille maman est en train de mourir, moi je ne voudrais pas la voir parce que j'ai pas le temps, mais en fait c'est à l'État de s'en occuper. Donc je ferme cette parenthèse. Maintenant, je me situe aussi quand même, dites, nous n'avons qu'une planète, je l'entends bien, et on ne parle que de consommation. Il y a quand même des tas de gens dans le monde qui rêvent non pas de notre niveau, mais d'accéder quand même un peu à cette consommation. Souvenez-vous de ce merveilleux film qui se passe en Inde, Slumdog Millionnaire. Bon, c'était quand même un peu ça. On ne peut pas trop leur en vouloir. L'aspiration au développement économique, c'est quelque chose quand même... Philippe, certes, mais si les habitants des pays développés revoient, en tout cas qu'il y ait une sobriété écologique au minimum, ça change la donne considérablement. Et c'est ce vers quoi l'Europe, par exemple... Non, mais j'en suis bien d'accord, et c'est ce vers quoi nous tendons. La Commission européenne a lancé son plan vert, son Green Deal, etc. C'est très bien. C'est parfois quand même, très honnêtement, un petit peu exagéré, tout simplement aussi parce que nous avons tendance à raisonner demain avec les technologies d'aujourd'hui. Je pense que là, il y a une erreur assez profonde. Alors vous avez peut-être un point de désaccord là-dessus. Est-ce que la technologie
la technologie répond aux questions posées, notamment Non. par les questions par le réchauffement climatique ou pas? La technologie répondra plus rapidement que nous ne le pensons à un certain nombre de nos problèmes. Je suis persuadé, par exemple, qu'à la fin de ce siècle, il y aura toujours du pétrole et que nous aurons trouvé les moyens de ne plus l'utiliser. Par contre, je ne suis absolument pas sûr que les technologies actuelles, c'est-à-dire le solaire et l'éolien, correspondent exactement, parce que je ne pense pas qu'elles soient suffisantes aujourd'hui pour remplacer les énergies fossiles. Je pense que nous aurons besoin de certaines énergies fossiles et qu'il y a des technologies d'aujourd'hui, on commence à parler d'hydrogène, mais quelle sera, et au fond, la vraie question, c'est que nous ne savons pas ce que seront les technologies qu'utiliseront nos enfants dans 30 ou 40 ans. Et tout exercice, finalement, de prévision de l'avenir se bute quand même sur un horizon technologique dont nous savons qu'il peut évoluer. Nous sommes au cœur de ce que j'appelle la troisième révolution industrielle, et ne vous inquiétez pas, d'ici 20 ou 30 ans, il y en aura une quatrième. Et donc, de ce point de vue-là, j'aurais tendance à être moins inquiet, sachant qu'il faut aussi, peut-être, ne pas, et Benoît XVI a des mots dans Caritas in Veritate qui sont tout à fait remarquables. Il faut faire attention à ne pas sacraliser la nature. Nous sommes, nous les peuples du livre, nous sommes dans une vision dans laquelle le Très-Haut nous a donné, en tant qu'espèce, nous a donné le contrôle de la terre. Nous devons, c'est le principe de la destination universelle des biens, non pas la remettre à l'identique aux générations suivantes, mais la remettre de la manière la plus vivable possible. Et donc, je fais partie de ceux qui pensent que l'homme passe avant la nature. Et là-dessus, dans les évolutions les plus Benoît récentes... XVI, beaucoup cité à ma gauche, François, beaucoup cité à ma droite. Je pense que c'est très artificiel d'opposer le pape Benoît et le pape François, parce qu'en fait, il y a une vraie continuité dans la pensée sociale. Et au fond, François reprend complètement à son compte ce que Benoît a pu mettre en évidence dans Caritas in Veritate, notamment chez Benoît, il y a une notion qui est la notion d'hybridation dans l'économique. Au fond, ce qui vient des mouvements associatifs, de l'économie de communion, doit être hybridé, il le dit très explicitement, avec à la fois une part d'engagement de l'État dans les processus économiques et du marché, on pourrait dire, libéral. Donc, vous voyez, de l'initiative économique. Donc, il me semble qu'il y a là quelque chose autour de ce que vous dites avec justesse, c'est-à-dire la responsabilité par rapport aux générations futures. Et l'enjeu, c'est de quel usage responsable nous faisons de cette nature. Je ne suis pas en train de sacraliser la nature, mais je dis qu'elle est, la dynamique biblique est une dynamique d'un Dieu créateur, et créateur du ciel et de la terre. Nous le disons tous les dimanches dans notre credo. Et donc, croire en un Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est croire à quel point les éléments du créé ont une valeur propre, pas simplement une vision utilitariste des éléments. Ils ne sont pas uniquement faits pour que l'humain l'utilise selon son bon vouloir. Il y a au fond, dans ce que Benoît XVI appelle la grammaire de la nature, quelque chose autour d'un usage qui est un usage ajusté. Oui, mais sans tomber dans une sorte de néo-paganisme que fustige Benoît XVI. Finalement, vous avez une continuité. Jean-Paul II, que nous n'avons pour l'instant pas encore cité, sa grande encyclique économique, c'est Centesimus Annus.
Et à un moment dans Centesimus Annus, il faut se souvenir, il est écrit en 91, Centesimus Annus, un siècle après Rerum Novarum, mais à un moment en 91 où Jean-Paul II Polonais parle essentiellement à ses frères des pays de l'Est. Et il leur dit, bon, les enfants, c'est bien le libéralisme, attention, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a une phrase que je cite toujours, parce qu'elle est fondamentale, et il écrit, parce que dans Centesimus Annus, c'est la première fois que l'Église reconnaît l'économie de marché, la logique du profit, et un certain nombre de choses relativement évidentes, mais qu'elle avait mis un certain temps quand même à accepter. Et il écrit, avant toute logique, des échanges à parité de marché. Il y a un dû à l'homme, parce qu'il est homme, en raison de son éminente dignité. Cette notion du dû à l'homme, c'est bien entendu la justification de l'intervention de l'État. Quelques années plus tard, Benoît XVI, reprenant dans Caritas in Veritate, oui, mais dit, ah oui, mais attention, l'État, s'il en fait trop, devient, finalement, l'État, il donne par devoir. Dans Caritas in Veritate, Benoît XVI dit, le marché, il donne pour avoir, c'est la logique de l'échange, l'État, il donne par devoir. Et entre les deux, il y a l'homme, qui lui peut donner par amour. Et je trouve que là, tout est dit. À la fois la logique créatrice du marché, et c'est pour ça que je trouve que François a de temps en temps quand même une vision un peu trop argentine de la chose, et trop négative. C'est par le marché que se passe la création économique. L'État est responsable du dû à l'homme, mais on ne peut pas laisser le marché et l'État l'un en face de l'autre, et c'est là où je vous rejoins totalement avec la lucidité dont nous devons faire preuve en tant qu'acteurs économiques, en tant que consommateurs, dans la sobriété qui peut être la nôtre, et dans notre capacité aussi, dans cette beauté du don qui me paraît aussi quelque chose de fondamental. Voilà le chemin qui a été fait entre, on va prendre des questions, voilà le chemin qui a été fait entre le global et nos vies réelles. Comment nous parviennent les questions? Alors, j'ai quelques questions qui me sont parvenues. Alors, je vous en livre une. Comment voyez-vous évoluer la dette des principaux pays qui s'est encore accrue pendant cette crise? Quelles sont les solutions envisagées pour éviter de laisser cette dette à nos enfants et petits-enfants? D'accord. Qui veut répondre? Alors, c'est la dette des pays développés. Ouais. La dette française. Alors, peut-être que Dominique veut, pour répartir les paroles. Allez. Voilà. Il me semble que sur la question de la dette, c'est une question extrêmement sensible en ce moment. Faut-il l'annuler? Voilà. Un certain nombre d'économistes se sont rassemblés autour de cette demande extrêmement forte, argumentée, d'une annulation de la dette, avec la perception, au fond, ce qui se joue là, c'est la possibilité, peut-être, de repartir à partir, on pourrait dire, d'un rééquilibrage. Ce qui s'est joué dans l'injection de liquidités autour de cette crise, pendant cette crise, c'est la possibilité que tout n'explose pas en vol. C'est que les hommes et les femmes qui n'ont plus de travail parce que la crise sanitaire a bloqué la majorité, et encore nous voyons dans Paris aujourd'hui la majorité autour de nous, là, du centre-Sèvres, la majorité des acteurs économiques qui sont à l'arrêt. Heureusement qu'il y a cet amortisseur de crise. On pourrait dire que la France, de ce point de vue-là, a beaucoup de chance. Beaucoup de pays ne sont pas en capacité d'amortir de façon aussi puissante la déflagration. Donc, au fond, l'enjeu de cette possibilité d'annuler la dette, ou au moins de considérer que ce qui a été injecté l'a été sur un si long terme que du coup, considérer qu'on n'a pas besoin de rembourser là dans les années qui viennent, permet de rentrer dans ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe, c'est-à-dire le financement d'une transition. C'est bien ça l'enjeu, c'est-à-dire profitons de cette crise sanitaire mondiale pour engager de l'énergie et des actifs financiers et monétaires pour résolument passer dans un autre type, on pourrait dire, de soutien à
une croissance raisonnée. Moi, j'aime assez Alors, Philippe, l'enjeu. réponse Non, sur attendez, l'annulation de la dette et alors- la dette, alors qui est une demande qui émane surtout des pays assez endettés en réalité. Voilà, l'annulation de la dette est une ineptie totale. Ah, J'en suis désolé. Voilà. Et j'ai toujours été d'ailleurs extrêmement réticent, y compris sur l'annulation de la dette des pays du tiers-monde, dans la mesure où justement, je ne voyais pas pourquoi on annulerait la dette d'un certain nombre de pays du tiers-monde, cette dette ayant été en général, malheureusement, un signe de mauvaise gouvernance. J'entends bien que là, nous avons une dette exceptionnelle, donc un certain nombre de gens disent, on va cantonner la dette du Covid, et celle-là, on va la traiter à part. Bon, dans l'histoire, il y a eu des périodes où nous avons eu des phases de dette rapportées au PIB encore plus importantes. Et là, permettez-moi de vous dire que le capitalisme le plus libéral que vous pouvez imaginer, et donc que vous n'aimez pas beaucoup, je le comprends, il a une certaine morale. Parce que dans l'histoire, dans le système de l'économie libérale, on s'est toujours débrouillé pour ruiner le rentier toutes les 2 ou 3 générations. La vraie annulation de la dette, alors on pourrait revenir d'ailleurs, je vous le rappelle, à quelque chose qui est le jubilé. On avait dans la tradition juive le jubilé qui est la remise totale des dettes une fois tous les 50 ans et l'année sabbatique où l'on remet simplement les intérêts tous les 7 ans. Bon, là, dans le système libéral, on a inventé autre chose qui est une merveilleuse mécanique qui s'appelle l'inflation. Et avec de l'inflation, qui peut traduire avec des taux d'intérêt qui à certains moments deviennent totalement il n'y a pas négatifs. d'inflation en ce moment. Il n'y a pas d'inflation, mais je vous rappelle qu'on est en taux d'intérêt négatif aussi. Alors certes, il n'y a pas beaucoup d'inflation, elle commence à monter un peu, elle reviendra, je l'espère, et donc regardez dans l'histoire, regardez tout simplement les fortunes d'un certain nombre de nos familles au 19e et au 20e siècle, et heureusement, eh bien, il y en a qui ont été ruinés parce que tous ceux qui vivaient sur de la rente à 3% jusqu'en 1914 ont été ruinés par les grandes périodes d'inflation de l'entre-deux-guerres. La question de la personne qui nous regarde était très concrète. Que fait-on de cette dette? En gros, si on n'annule pas, les impôts augmentent, qu'est-ce qu'on fait? Je vous rappelle que pour l'instant, L'inflation n'est pas là. nous arrivons à emprunter pratiquement à taux d'intérêt 0. On peut La dette roule. Oui, non mais d'accord, mais je dirais que de ce point de vue-là, pour l'instant, la situation n'est pas trop dangereuse, la dette reste supportable, le Japon vit très bien. Et je voudrais que l'on regarde bien le modèle japonais. Le modèle japonais est intéressant, ça fait 30 ans que la croissance au Japon elle est à 0, que le Japon est un pays de vieux, qui économisent, ils ont des rentiers, et la dette publique est aux alentours de 200% du PIB. Nous avons passé les 100% du PIB. Donc là, je ne suis pas trop inquiet, et par contre, de grâce, annuler la dette, c'est un effroyable signal. Parce que si vous annulez la dette, il n'y aura plus personne qui voudra vous prêter. Et quand vous serez obligé de revenir, parce que vous aurez besoin quand même de financer à un moment vos fins de mois, là vous le paierez très très cher. Demandez aux Argentins ce que ça leur a coûté comme plaisanterie, ils ont annulé leur dette, ils ont essayé. Autre question. Alors, une autre question. De votre point de vue, le projet européen a-t-il été renforcé ou affaibli par cette crise du Covid-19 ? Dominique. Alors, si on se réfère, prenons un exemple concret, la vaccination, les enjeux de vaccination. Il me semble que dans la possibilité, on pourrait dire, de travailler de façon conjointe et de négocier le nombre de doses qui pouvaient être affectées à l'Union européenne, il y a eu un travail de solidarité pour répartir dans les différents pays. Il me semble qu'il y a là à la fois
comme toujours dans le projet européen, à la fois des éléments d'encouragement et des éléments de faiblesse, parce que ça n'est pas très facile d'embrasser, on pourrait dire, ce collectif qui va essayer équitablement de répartir en fonction des économies, des populations les plus affectées, en répartissant au mieux les doses qui sont effectivement au compte-gouttes, puisque les laboratoires ne peuvent pas fournir autant qu'il serait souhaitable qu'ils le fassent et que les équipes européennes avaient négocié. Donc il me semble qu'à la fois, ça montre les éléments de solidarité et de travail commun au niveau européen, et en même temps aussi toute la difficulté d'être respectueux de ces aventures et de ces équilibres toujours un peu difficiles avec des États qui essaient de négocier par eux-mêmes. Philippe. Oui, je suis assez d'accord. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que l'Europe a été plutôt bonne en défense, protection, mais en attaque, contre-attaque, la vaccination, elle a été quand même très mauvaise. Alors, c'est vrai que la pagaille sanitaire montre, et ça c'est une bonne chose, que nous avons besoin de plus d'Europe. Alors, il y en a qui disent, c'est lamentable, il nous faut moins d'Europe. Non, il nous faut plus d'Europe. Il y a eu quand même, Dominique, quelque chose de positif. C'est quand même le plan de relance et l'emprunt européen. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental. Alors, on n'en a pas encore vu la première miette, hein. D'accord, non mais attendez, l'Europe... Un an après, on n'a rien vu. Non mais je suis d'accord, on n'est pas les États-Unis, on a des tas de blocages, malgré tout on est arrivé, on a violé les Allemands, on est arrivé à ce que l'Europe emprunte 750 milliards, me semble-t-il, d'euros. Alors d'accord, on les a pas encore, mais on va les avoir, et c'est quand même... On a levé quand même une sacrée hypothèque. Et puis, pour tous ceux qui n'aiment pas l'Europe, pour tous ceux qui ne veulent pas d'Europe, pour tous ceux qui imaginent quelques Frexit, Grexit, tout ce que vous voudrez, je rappelle que, heureusement, que nous avons eu l'euro, car imaginez ce qu'eût été l'année dernière sans euro, la crise monétaire avec l'instabilité de la pesette, de la lire, du franc, du marque, etc. Donc, je dirais que cette crise, l'Europe n'en a pas extraordinairement profité. Paradoxalement, les Britanniques se sont beaucoup mieux débrouillés que nous sur l'histoire des vaccins. Bon, peut-être, c'était peut-être plus facile de faire ça à un pays, et on n'a pas de politique sanitaire commune. C'est là où on voit que l'Europe, elle a fait des choses, mais que nous sommes encore largement au milieu du gué. Est-ce que je peux vous demander, pour conclure à l'un et à l'autre, quelques éléments en une minute chacun, à peine, optimisme et inquiétude sur l'économie qui s'annonce devant nous? Comme naturellement je ne vous avais pas prévenu, vous devez improviser, mais c'est là que vous allez être extrêmement brillant. Qui veut commencer? Je pense qu'il ne s'agit pas d'être brillant ou pas, mais je voudrais terminer sur une note à la fois résolument empreinte d'espérance, parce que je pense que c'est d'espérance dont nous avons besoin, et en même temps de lucidité. Tout à l'heure, Philippe soulignait à quel point Benoît XVI avait été, dans Caritas in Veritate, porteur de cette dynamique de donner par amour. Et il me semble que le premier lieu de cette donation, le premier, on pourrait dire, axe de cette donation, c'est d'accueillir la terre et les éléments du créé comme faisant partie de cette donation originaire. Et du coup, de prendre la mesure qu'accueillir ce don par amour suppose une réelle prise en compte de nos responsabilités pour aujourd'hui et pour pouvoir en effet transmettre une terre habitable à nos générations futures. Et qu'au fond, c'est peut-être le kairos de cette crise sanitaire qui nous met en face de cette immense responsabilité, mais en même temps enthousiasmante. C'est là toute la créativité de l'intelligence humaine, et de l'intelligence humaine, ce sera mon point d'attention, lorsqu'elle joue collectif. Et c'est là où je vous rejoins sur l'Europe. Je crois que nous avons en Europe la possibilité de trouver les chemins du commun. L'Union européenne, c'est vraiment cette capacité que nous avons eue au sortir de la guerre
d'une utopie, le pape dirait aujourd'hui d'un rêve, d'un idéal, d'un marché commun. Et donc, du coup, me semble-t-il, c'est cette aventure de chercher les chemins du commun qui devrait nous mobiliser avec à la fois, on pourrait dire, force, lucidité et espérance. Philippe? Tout a été dit et tellement bien dit Bon, très que bien, merci. j'aurais presque tendance à dire je m'en arrête là. Alors, je voudrais en rajouter quand même une toute petite couche en matière d'optimisme. Et là, je vais vous la faire à la Jean-Paul II, n'ayez pas peur, arrêtez d'avoir peur. Bon, cette pandémie, alors prenons les choses positives, cette pandémie qui aurait pu être dramatique, 50 à 100 millions de morts entre 1918 et 1920, c'est le bilan de la grippe espagnole. Froissart, lorsqu'il raconte la grande peste, dit que bien le tiers du monde disparu, le tiers de la population européenne. Bon, là, nous avons tous autour de nous, et nous voyons les souffrances, ça n'a rien à voir. Et au contraire, nous voyons quand même cette capacité, Dominique nous le rappelait, ce soir nous sommes à 500 millions de vaccinations dans le monde, des vaccins qui n'existaient pas il y a un an. C'est quand même extraordinaire. Donc soyons optimistes. Alors, ceci étant, c'est vrai que nous sommes encore dans une phase économique difficile. L'inquiétude qui est la mienne, c'est que, et on n'en a pas parlé trop, là je vais revenir sur la conjoncture du moment, la Chine sort en fanfare de la crise, les États-Unis rebondissent parce qu'ils ont les moyens et que ils ont une planche à billets extraordinaire, donc les 1900 milliards de dollars du plan de relance, c'est nous tous et toute la planète qui les finance. L'Europe, elle, va sortir un peu affaibli d'un point de vue économique, et c'est peut-être là que nous avons d'autant plus besoin de cette solidarité, et au passage, peut-être encore plus en France, de revoir finalement la pandémie a tout arrêté. Nous avions un président qui avait imaginé qu'il allait pouvoir faire de grandes réformes. Il est contraint, bien entendu, à gérer l'immédiat. Il n'en reste pas moins que nous avons à revoir le modèle français. Et revoir le modèle français, c'est revenir un petit peu plus à ce vers quoi nous incite, je suis d'accord avec vous, une continuité entre Benoît XVI et François, c'est-à-dire la gratuité et l'économie du don. Merci Philippe Chalmin, Dominique Coatanea. Je remercie aussi Marie-Odile Horry-Lavolée qui a organisé. On ne vous a pas vu, montrez-vous. Montrez-vous. Moi je remercie Dominique Seux. Montrez-vous qu'on vous voit. Vous avez organisé très concrètement. Moi je remercie Dominique Seux qui très gentiment, fidèlement anime souvent des conférences à Conflans. La dernière c'était avec des étudiants de prépa. Et donc merci à tous les trois pour votre présence. Merci à vous de nous avoir suivis et voilà. Merci d'avoir merci à la technique techniquement possible du Centre Sèvres. Bonne soirée, au revoir. C'est bon. C'est coupé. Qu'on ne dise pas des bêtises à ce moment-là. Voilà. On ne dise pas la phrase qui tue. Merci à vous deux, très bien. Oui, merci beaucoup. J'avais Laurent Poupard en ligne direct qui m'a dit que c'était passionnant.